L'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, votre chaîne de télévision, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Voici justement l'autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous nous interrogeons. Géopolitique après le départ de Barkhane, que cherche Colonna au Mali? Géopolitique après le départ de Barkhane, que cherche Colonna au Mali? Eh bien, mesdames, messieurs, les autorités maliennes au pouvoir, non, je vais reprendre parce que ce sont les termes qui viennent justement de Madame Colonna. La junte au pouvoir au Mali navigue à vue d'échec en échec, a lancé vendredi 2 septembre dernier la chef de la diplomatie française Catherine Colonna, quelques semaines après le départ forcé des militaires français de ce grand pays d'Afrique qui a pris l'engagement de sortir des griffes de la France prédatrice et de recouvrer sa souveraineté. Au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays, les Maliens déplacés par milliers, a-t-elle dit devant les ambassadeurs français réunis à Paris pour leur conférence annuelle. Le régime, auteur d'un double coup d'État, s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire et toujours à la France pour tenter de faire oublier qu'il navigue à vue d'échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes, a-t-elle poursuivi. Par ces mots manquant de sagesse et de politesse, nous pensons que la France pleure. Oui, la France pleure. Elle est malheureuse d'avoir perdu le Mali. Non seulement le Mali, mais son nord, ses richesses. Sinon, comment comprendre cette déferlante d'injures à l'endroit d'un pays tel que le Mali? En Afrique, de nouvelles concurrences se manifestent, certaines de façon agressive ou sans scrupule, a déclaré Madame Colonna, alors que la France et la Russie sont aussi engagées dans une guerre informationnelle, particulièrement au Mali, nous dit-elle. Fin avril, dans ce grand pays d'Afrique, un drone français avait surpris, nous dit-on, des mercenaires mettant en scène un faux charnier à proximité d'une base française pour faire accuser Paris de crimes de guerre. Il faut démontrer les manipulations et couper court aux mensonges. Il faut aussi reprendre la maîtrise de notre propre récit, de notre image, a lancé cette femme qui est ministre, on va le dire comme ça, des Affaires étrangères. Oui, mesdames, messieurs, elle accuse, mais elle ne nous donne pas des preuves. Si la France avait justement des images, si la France avait des images justement de ces soi-disant mercenaires russes formant un charnier quelque part, eh bien je pense que la France nous les aurait montrées sur toutes ces chaînes de télévision propagandistes justement que vous connaissez. Aujourd'hui, tout le monde le sait, depuis le mois dernier, le Mali a porté plainte, bien sûr, devant l'instance de l'ONU qu'on appelle le Conseil de sécurité. Jusqu'à preuve de contraire, la France n'en parle pas. Oui, seulement la France est aux abois. Elle est aux abois, accusée de fournir des armes aux terroristes, de les entretenir, de les financer et surtout de les armer. Elle sort par une fenêtre et accuse. Elle accuse la Russie, la Turquie, la Chine de lui voler son beefsteak. Elle accuse les Africains de nourrir un sentiment anti-français et menace de fermer les comptes Facebook, YouTube des Africains qui ne veulent plus entendre parler de cette France. Le monde entier le sait, la France a perdu la face au Mali, mais pas que. Tout le continent africain a en horreur cette France prédatrice qui ne sait pas descendre de son piédestal, reconnaître que les choses ont changé, qu'il faut parler d'égal à égal, que l'attitude du maître et de l'esclave, c'est terminé. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore. Géopolitique, après le départ de Barkhane, que cherche Colonna au Mali? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, il est le directeur de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jésus-Langos. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs, n'est-ce pas, et de téléspectatrices. Quelquefois, on a tendance à oublier aussi ces femmes-là. Elles sont très nombreuses d'ailleurs. Voilà, qui sont nous leur passons d'ailleurs le bonjour ce matin. Tout à fait. Qui sont aussi engagés que les hommes, que les jeunes. Je les salue particulièrement ce matin, ces millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent dans diverses plateformes, n'est-ce pas, de Panafricanist TV. Je salue particulièrement, n'est-ce pas, votre équipe technique, vos techniciens qui font un travail formidable et remarquable pour que nous soyons visibles justement dans ces diverses plateformes. Comme à mon habitude, je voudrais commencer justement par un coup de gueule pour questionner ce qui se passe
du côté du Tchad, patriote du Cameroun, vous savez que de ce côté-là, Paris a également une base militaire. Et vous savez que s'il y a des choses qui se passent de manière négative de ce côté, ça peut impacter négativement le Cameroun, et bien évidemment pas très loin également du Cameroun, du Gabon, où justement vous avez la jeunesse qui s'élève du côté du Gabon, même s'il y a de la censure, même s'il y a la répression, il y a la jeunesse qui s'élève du côté du Tchad pour demander le démantèlement des bases militaires françaises de ceux qui sont de ce côté-là. Ils ont mon salut ce matin. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, Albert Anatola, ici, d'être là avec nous ce matin. On se rappelle également de la conférence des ambassadeurs du côté de l'Élysée avec Emmanuel Macron et sans oublier Catherine Colonna, qui est justement le chef de la diplomatie, on va le dire, française. Et bien sûr, celle-ci s'en prend, on va le dire, au Mali. Qu'est-ce que cette dame veut aux Maliens et précisément au Mali? Bien évidemment, vous avez situé le contexte dans lequel se tiennent les propos de Mme Catherine Colonna. C'est dans le contexte de la fameuse conférence annuelle des ambassadrices et ambassadeurs français à l'extérieur de l'Hexagone. Bien évidemment, il s'agit de leur donner une feuille de route dans la gestion de leur poste de responsabilité de manière quotidienne. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, dans les différents narratifs, que ce soit celui de M. Jupiter, désormais Vulcan, que ce soit dans le narratif de M. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie, n'est-ce pas, française, vous avez des noms qui reviennent comme désormais, de manière récurrente, de façon récurrente, notamment la Chine, la Russie, la Turquie et bien évidemment le Mali, la République centrafricaine. Il y a également notre narratif qui revient, qui consiste à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Désormais, donc, il faut comprendre, Steve Gilongos, qu'après la diplomatie d'ingérence, oui, Paris est désormais engagé dans une, n'est-ce pas, dans une diplomatie, n'est-ce pas, cyber-militaire, si vous voulez. Donc, c'est un peu ça, puisqu'il y a justement une feuille de route qui a été déroulée dans ce sens. C'est dans ce contexte-là, justement, que Mme Colonna stigmatise, c'est le terme qu'il faut, c'est le terme le plus approprié, stigmatise justement la politique actuellement menée par les autorités maliennes dans le contexte de la lutte contre le terrorisme du côté du Mali. Donc elle estime que c'est elle qui évalue, c'est-à-dire Mme Colonna, oui, du haut de sa fonction de ministre des Affaires étrangères de la patronne de la diplomatie française, elle évalue, n'est-ce pas, elle évalue l'opérationnalité, le dispositif militaire opérationnel justement de l'armée malienne, oui, sur le front de la lutte contre le terrorisme, et elle estime donc que cette armée-là va d'échec en échec, et elle trouve, pour justement masquer ces échecs, elle trouve, les autorités maliennes trouvent comme exutoire, n'est-ce pas, la France, trouve comme exutoire, n'est-ce pas, le Danemark, trouve comme exutoire justement la Côte d'Ivoire. Et ces pays ne sont pas choisis au hasard. Le Danemark a été chassé. Je veux dire, du contingent danois a été chassé du Mali. La France a été chassée du Mali. La Côte d'Ivoire, bien évidemment, qui était impliquée dans les sanctions contre le peuple malien, le peuple frère malien, contre l'État malien, et dont certains militaires se sont retrouvés comme par hasard en situation illégale et irrégulière du côté du Mali. Voilà, également, cité, ce n'est pas par hasard. Nous savons que dans le contexte de la trahison, de la collaboration anti-africaine, anti-libération africaine, la Côte d'Ivoire, ou tout le moins les dirigeants ivoiriens, jouent un rôle majeur. C'est dans ce contexte-là que Mme Colonna, justement, tient ces narratifs. Mais faisons d'abord le bilan de la présence de Barkhane, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un bilan toujours comparatif. Au Mali. Voilà. Si nous faisons donc un bilan comparatif de l'intervention de Barkhane et alliés, parce que elle estime dans son narratif et prétend que justement les femmes ont comme attelage les mercenaires de Van der Mey. Barkhane avait comme attelage qui est au Mali. Comme attelage Barkhane avec le Danemark, la Grande-Bretagne, la Cuba, si vous voulez bien. C'est-à-dire toute l'Union européenne. Donc, il y avait donc un grand attelage. Mais justement, donc, ça fait un espoir pour les femmes qui n'ont comme attelage que les mercenaires de Van der Mey. Donc, alors, en termes donc de résultats, lorsque vous avez un dispositif opérationnel
qui tourne autour de 4000 conteneurs de matériel militaire. Vous avez un contingent qui compte pas moins de 5200 personnes, éléments, plus alliés, c'est-à-dire Takuba, MINUSMA, et sans compter les forces de la CEDEAO et le G5 Sahel, et que vous n'avez pas des résultats tangibles sur le terrain, je pense que c'est votre bilan qui est dérisoire, qui est même contestable, qui est même lamentable, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, parce que les femmes montent en puissance, d'abord en termes d'acquisition de matériel logistique et militaire, parce qu'il y a une situation d'autonomie opérationnelle, parce qu'il y a, n'est-ce pas, des espaces, des territoires qui sont récupérés par les femmes des mains des terroristes, ça fait tomber Paris en transe. C'est ça qu'il est question. Donc, ils sont entrés dans la diplomatie bashing. Ce n'est pas une surprise. La désinformation? La manipulation, la désinformation et le bashing. Donc, souvenez-vous, j'aime toujours plonger mes analyses géopolitiques dans les contextes historiques. Dans le contexte de la révolution engagée en dans les années 80 par Sankara du côté du Burkina Faso, rappelez-vous qui jouait les médiateurs. C'était Houphouët-Boigny, qui se sentait outragé par justement l'engagement révolutionnaire de Thomas Sankara, parce que justement M. Houphouët-Boigny était un collabo de Paris. Dans le contexte malien, nous avons à peu près les mêmes schémas, où vous avez des médiateurs qui sortent de nulle part pour venir justement porter la voix, soit de la Côte d'Ivoire, soit de la France au niveau du Mali, pour rejoindre justement soit le G5 Sahel, soit pour retirer justement leur plainte que vous avez tout à l'heure convoqué au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà dans ce contexte donc que les arrogants et les prétentieux de Paris pensent qu'ils peuvent donner les leçons à la fois de diplomatie, à la fois de géopolitique, de géostratégie aux Maliens. Je pense donc que lorsque nous avons donc fait justement l'inventaire, le bilan de la présence de Barkhane au Mali pendant 9 ans, il est lamentable. Ils veulent s'accrocher sur le fait qu'en 2013, il y a eu quelques petits points qui ont été gagnés dans l'effervescence populaire qu'on peut situer dans ce contexte-là, où les femmes étaient désorganisées pendant le magistère de Ibeka. Mais Ibeka, c'était en 2013. Mais nous sommes en 2022, c'est plus Ibeka. Bon, faisons donc le bilan entre 2020 et 2022. Je pense que la physionomie opérationnelle, je veux dire la physionomie de l'armée opérationnelle de l'armée malienne a totalement changé. Oui. Cette armée-là est désormais bien formée. Cette armée est désormais très opérationnelle et professionnelle. Elle a en sa possession un matériel approprié, d'abord en termes opérationnels, en termes de renseignement. C'est dans le contexte justement de ces dispositifs opérationnels de renseignement que les autorités maliennes ont pu débusquer les mouvements de l'espionnage français sur leur territoire dans l'espace aérien. Mais pourquoi est-ce qu'ils font les mains et les pieds pour bloquer justement la saisine, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali? Parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses qui sont justement blâmables, il y a des choses qui sont très honteuses de leur part, qui ont la propension à donner des leçons aux autres, de faire la morale aux autres. Donc voilà, c'est dans ce contexte que Mme Colonna, comme d'habitude dans leur prétention, veut donner des leçons aux autorités maliennes. Pendant ce temps, Mme Colonna déclare que les autorités maliennes partent d'échec en échec, vont d'échec en échec. N'est-ce pas parler de la France? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler justement de soi-même quand elle dit d'aller d'échec en échec? Parce que depuis 2013 à 2022, où, on va le dire comme ça, Barkhane a été chassé du Mali, il n'y a eu aucun résultat probant. Vous savez, ils ont là de la transposition. Oui. Justement, Mme Colonna parle justement de l'échec de Barkhane et alliés. Tout à l'heure, je vous ai convoqué le dispositif opérationnel de Barkhane et alliés, tant au Mali qu'au Sahel d'une manière générale. Depuis 2013, je pense que le dernier soldat de Barkhane a quitté le territoire malien en 2022. Que s'est-il passé au Mali, puisque nous parlons du Mali? Nous avons vu une montée en puissance des mouvements terroristes.
Nous avons vu une dégradation surréaliste de la situation sécuritaire, alors que pendant que Paris, n'est-ce pas, avait la prétention de contrôler la situation. Alors que Paris avait la prétention de dire non, mon rôle ce n'est pas les opérations au sol, mon rôle c'est, n'est-ce pas, le renseignement, c'est-à-dire les opérations aériennes, mais paradoxalement, Paris s'est arrogé tous les droits dans la stricte illégalité, il faut le dire, de ces soldats qui sont sur place. Parce qu'il y a des contrats qui ont été signés entre, je crois, c'est Dioré, l'ancien président qui a su l'attention après, je crois, Ibeka, je crois, c'est Diokounda Traoré, qui a signé ces fameux contrats uniques entre l'État malien et l'État français. C'est-à-dire que les soldats français ont pratiquement un statut de diplomate. Quelles que soient les bavures ou les exactions qui peuvent être commises par les soldats français en territoire malien, c'est l'État malien qui en est responsable, qui en est comptable. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense qu'il fallait dénoncer ces accords de défense qui ont été signés par M. Diokounda Traoré. Il fallait justement dénoncer ces accords de défense. Absolument. Et ça a été fait, les autorités actuelles ont pris leurs responsabilités. Mais pour revenir à votre question, je pense que lorsque Mme Christine Colonna fait le bilan, encore qu'elle n'est même pas très bien placée pour faire ce bilan parce qu'elle n'a pas la nationalité malienne, elle n'est pas malienne. Oui. Donc, elle est donc très mal placée pour faire le bilan opérationnel, n'est-ce pas, des FAMA, en territoire malien, une armée qui appartient à un État souverain. J'allais vous poser la question de voir pourquoi est-ce que la France s'occupe tant du Mali. Mais parce que justement, le Mali, c'est un très mauvais exemple. Un très mauvais modèle qui va faire état d'huile et qui ne peut que faire état d'huile parce que le peuple malien, c'est un très mauvais modèle selon les locodèmes, selon les mondialistes, selon les impérialistes, selon Paris et ses alliés, parce que la jeunesse malienne, c'est un très mauvais modèle. Vous avez constaté dans la fameuse conférence, dans cette fameuse conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, que tout le discours a porté sur le Mali, tout le discours de Macron a porté sur la Russie, sur la Turquie, sur la Chine. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et là je suis parfaitement d'accord avec le ministre des Affaires étrangères turc qui estimait que Paris, lorsqu'il parle de Paris, il parle de Macron, qu'il fasse peu de maturité politique. Malheureusement, ils sont immatures. Et comme c'est des moulins à parole, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour faire l'aggiornement. Albert Natola, ici, cette conférence des ambassadeurs et ambassadrices français, qu'on envoie comme ça, comme des mercenaires sur le continent africain, sont-ils devenus justement le bras armé de la France dans les pays africains? Ils ont toujours été des mercenaires. Pas que comme des mercenaires, ils ont toujours été des mercenaires. Oui. Je vous dis qu'ils ont été, les diplomates français partout, ils se trouvent sur le continent africain, ont toujours été des mercenaires. Je vais prendre 3 exemples. En 2017, en pèlerinage du côté du Burkina Faso, Macron a prétendu qu'il n'y a plus de politique africaine de la France en Afrique, n'est-ce pas? Oui. Devant la jeunesse burkinabé, donc par extension devant la jeunesse africaine. Mais que s'est-il passé entre 2017 et 2022? Mais ça a été qu'une diplomatie d'ingérence. N'est-ce pas? Ça a été qu'une diplomatie d'ingérence où vous avez, au palais recours parmi la société civile africaine, il ne s'en cache pas. Au palais recrute parmi la jeunesse africaine pour en faire des collaborateurs, comme en Afghanistan. Au Paris recrute parmi les politiques, des hommes politiques africains pour en faire justement des collaborateurs et des traîtres, comme en Afghanistan. Où Paris, justement, s'occupe de nos problèmes, de nos contradictions internes pour amplifier. Où Paris, qui vit de corruption, qui se nourrit de corruption, qui respire la corruption, s'occupe de nos questions de gestion, de nos problèmes de gestion interne. Ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, il est même très parlant, il est récent. Nous sommes au Mali. Mais en quoi est-ce que Paris est concerné des contradictions internes à l'intérieur de l'État malien? Pour parler de coup d'État dans un coup d'État, Napoléon Bonaparte,
qui est le modèle de Macron, c'était quoi? C'était pas un criminel, un raciste comme lui, Macron. De Gaulle, qui est également son modèle, c'était quoi? C'était pas un putschiste, un militaire putschiste, un doublé d'un criminel de guerre. Il faut le préciser. En 1945, lorsque les Africains, qu'ils ont appelés de manière triviale et caricaturale des tirailleurs sénégalais, que s'est-il passé avec ceux qui sont rentrés, qui ont pu sauver leur peau dans cet engagement-là? Ils ont été fusillés, n'est-ce pas? Certains jetés dans la mer, d'autres fusillés à Tiaouraï, au Sénégal. Ils vont nous qualifier des révisionnistes, n'est-ce pas? Oui. Non. C'est une histoire qui ne peut pas passer en perte et profit. C'est une histoire qui doit être connue des Africains, de la chose des Africains. Quand je le dis, et pour revenir à votre question, ces ambassadeurs, ces diplômes ont toujours été des mercenaires. Dans mon pays, le Cameroun, ils recrutent. Ils financent. N'est-ce pas? Et arment même. Lorsqu'on parle d'armée, ça veut dire qu'ils forment à la fois des journalistes, des membres de la société civile, c'est-à-dire ces ONG dites de droits de l'homme, qui sont financés pour faire le bashing, de préférence contre le régime en place, c'est partout d'ailleurs. Et ensuite, leurs diplomates, leurs ambassadeurs ont même la prétention, le trocudence, le culot, il faut le dire, d'organiser des réunions nocturnes avec, n'est-ce pas, certains collabos internes. Je ne sais pas si il y a meilleure perfidie que celle-là. Je ne sais pas si la réciprocité est imaginable du côté de Paris, c'est-à-dire qu'un diplomate africain, je pense que l'ancien ambassadeur malien a osé le faire, a eu le courage de le faire au Parlement français. Nous connaissons le sort qui lui a été réservé, n'est-ce pas? Exact. Mais dans nos enclos coloniaux, on laisse le coderme parler, justement, c'est-à-dire se balader quelquefois même en petite culotte dans nos espaces de vie, nous narguant, n'est-ce pas? Violant, justement, nos enfants, violents d'abord sexuellement, moralement, quelquefois même psychologiquement, nos enfants, nos concitoyens. Et il n'y a personne qui pour dénoncer cela. Monsieur Macron a engagé, on appelle ça une cyberarmée justement, pour contrer notre discours, notre narrative. Je pense qu'il est en train de perdre, il est en train de pêcher dans le vent. Il n'a pas les moyens nécessaires, ni les outils nécessaires, ni la carrure, ni les moyens, ni les instruments nécessaires pour arrêter. Pourtant, il envoie Les ambassadeurs et ces ambassadeurs. Nous allons nous en occuper, Steve Zelongos. Nous sommes des Est-ce panafricains. pour redorer le blason de la France? Parce que jusqu'à preuve de contraire, Madame Colonna parle justement de redorer le blason de la France. Mais Malheureusement, de quelle façon? non, malheureusement, il n'y a pas de blason à redorer, monsieur Steve Zelongos. Il n'y a plus la rupture est irréversible et elle sera totale. Oui. Dans mon pays, le Cameroun, la France avait 40% de parts de marché en termes de contrat. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, autant pour moi. Ces parts de marché sont réduits à 9,6% et non à 10%. À 9,6%. Maintenant, je crois que ça va encore être davantage réduit avec l'attitude récente de Macron chez moi lors de sa fameuse visite officielle. Donc, l'objectif, c'est que qu'on s'engage dans un processus de nationalisation, non seulement des contrats qui sont attribués pour construire, pour bâtir nos États, mais également en termes de marché. Parce que ces gens, quand ils viennent dans nos États, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ils sont là pour faire du business, ils sont là pour leurs intérêts. Et rien que pour leurs intérêts, là, le Niger nous parle. Le Mali nous parle. Ils ont été longtemps au Mali. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Absolument rien. Ils n'ont rien fait. Est-ce qu'un pays, un État, qui est appauvri peut apporter quelque chose à un État qui veut se battre pour son développement, pour son émergence? Rien du tout. Ce n'est pas possible. C'est un paradigme impensable qu'un État appauvri, n'est-ce pas? Un État qui est en récession, tous azimuts, en tout point de vue, c'est inimaginable, c'est même criminel de croire que c'est un tel État pour vous apporter quoi que ce soit. Si ce n'est de la fumée. Il dit vous apportez de l'aide, mais c'est votre argent qui est balancé, c'est votre franc CFA qu'on vous retourne en termes d'aide. C'est ça qu'il est question. Il faut être naïf pour croire que
la France peut aider un État africain. Ils vous envoient cet argent pour faire fonctionner leur multinationale. Je vous dis leur économie, ce côté-là, leur grande distribution. C'est ça qui est la question. Puisque vous avez sur le continent africain des gens qui mangent du caviar, qui mangent du saumon, qui boivent du bordeaux, tout cela comporte. C'est pour faire justement tourner ces économies-là qui vous envoient un peu justement des bouffées d'oxygène en termes d'aide au développement. On en a pas besoin. Est-ce que le père d'un enfant, la France, est-ce les pleurs aujourd'hui d'avoir perdu carrément sur le continent africain? Il faut déjà voir le narratif, que ce soit leurs officiels, oui, que ce soit leurs amplificateurs. Ils ont déjà de la peine à accepter qu'ils ont été chassés du Mali, à plus forte raison de reconnaître qu'ils regrettent d'avoir été condescendants, arrogants, parce que c'est dans leur ADN, la condescendance, le mépris, dans zéro comme on dit chez nous, dans rien du tout. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine ne prouve que ces gens nous vendent du vent. C'est des imposteurs, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est-à-dire qu'ils vivaient, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vivent au basque des autres, c'est des parasites. C'est-à-dire, quand vous avez un pays qui, pour résoudre ses problèmes d'approvisionnement en gaz, est obligé d'aller vers les autres, et que ce pays a la condescendance, l'arrogance pour s'adresser aux autres, vous comprenez qu'ils ont un problème. Un pays, pour avoir du carburant, a besoin de faire le tour de la terre pour faire de la diplomatie, du gaz ou bien du pétrole. Ça veut dire que ces gens, ils ont un problème. Ils ont un très gros problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque ces gens-là, comme ce fut le cas il y a quelques jours, n'est-ce pas, de cette hypocrisie que j'ai vue autour de la dépouille de Mikhail Gorbatchev, eh bien, il a contribué justement à démanteler, n'est-ce pas, l'URSS. C'est pour ça qu'ils l'ont applaudi. Mais sachez-le, lorsque ces gens-là, justement, vous applaudissent, ça veut dire que vous êtes en danger et que vous servez véritablement leurs intérêts. Dès lors que vous ne servez plus leurs intérêts, comme c'est désormais le cas au Mali, comme c'est désormais le cas dans mon pays, le Cameroun, comme désormais le cas en République centrafricaine, eh bien, il ne peut que vous tenir ce narratif de poubelle, n'est-ce pas, des caniveaux qui circulent, que vous avez entendu dans diverses plateformes, dans divers médias. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été des nôtres. Merci, c'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricaniste TV. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.